Le président n'a jamais annoncé que je vais former un gouvernement. C'était la seule fois pour dire que lui-même, il était déjà dépassé par la somnolence et l'indolence. Merci. Et donc, un président ne manque pas. Le 6 novembre, il dit je vais former le gouvernement. Le 31 décembre, il s'est souvenu dans son discours que, ah tiens, le 6 novembre, j'avais annoncé le gouvernement, je ne l'ai pas formé. Il a redit, je vais former. Il ne l'a pas formé. Jusque-là. Il a rappelé le 10 février, je vais former le gouvernement. Voilà un travail qui n'a pas été effectué. Mais il y a ce qu'on appelle alors le temps du président. Non, mais, il y a le temps du président. Non, si c'est son temps, il ne nous annonce pas. Il n'annonce pas. Allez présider la finale, la fin de la saison sportive. C'est une activité. Elle n'est pas constitutionnelle. Mais on a vu dans ce pays que quand le président se déplace quelque part, les gens tremblent un peu, ils travaillent un peu, ils badigeonnent même un peu les routes. Et ça sert aux gens. Ça va faire 5 ans que le monsieur n'est pas parti. Dès lors, non, je ne fais pas le bilan, non. Il a été réélu. Mais Maître Nougat doit avoir raison. Hein. Dès qu'on veut parler du Paul Biya, vous tremblez. Non, j'ai envie de vous dire. C'est la seule personne à qui. J'ai envie de vous poser des questions. Non, moi, je pose des questions pour comprendre. Ça ne me dérange pas qu'on me pose les questions. Ce n'est pas une question de calendrier qu'Armand Okol pose ce soir-là sur le plateau de Les Prédicateurs. C'est une question de temps, de ce temps que le pouvoir camerounais s'octroie sans jamais avoir à en rendre compte et de ce temps qu'il devait en retour à un pays suspendu à ses promesses. 3 fois la même annonce, 3 fois le même silence qui la suit. Le 6 novembre, le 31 décembre, le 10 février. 3 dates qui ne marquent aucun commencement. Seulement la répétition d'un énoncé vidé de sa substance. Si vous ne pouvez pas faire la même annonce 3 fois, ça c'est plus votre temps. Vous nous avez inclus dans votre temps. Voilà un travail qu'on attendait du président de la République, il ne l'a pas effectué. Achibembe a montré dans ses travaux sur la post-colonie comment le pouvoir africain post-colonial peut fonctionner moins par l'exercice effectif de l'autorité que par la mise en scène de sa propre permanence. Un théâtre du commandement où l'annonce tient lieu d'acte, où le discours se substitue à la décision. Okol, sans le citer, en fait ce soir-là une démonstration presque clinique, car le journaliste redevenu pour l'occasion présentateur du A1 après un détour par la communication politique chez le PCRN ne se contente pas de dénoncer l'absence. Ce que j'ai donc envie de dire, c'est qu'il est difficile de nous prouver que on est là face à quelqu'un qui a tellement travaillé, il est tellement fatigué qu'il va aller travailler. Maintenant, je voudrais vous rappeler quelque chose. 52 jours. Terminément. 52 jours d'absence déjà, ça fait très exactement 1/7 du nombre total de jours de l'année. 365 ou 360 jours, 366 jours. Donc 52 jours, ça fait 52 jours, 1 sur 7. 1/7 d'une année que le pays n'a pas choisi de perdre. 1/7 d'un mandat que le peuple, dit-il, a pourtant financé par son suffrage. L'arithmétique ici n'est pas un artifice rhétorique. Elle est la seule prise que le citoyen ordinaire garde sur un pouvoir devenu insaisissable. La seule manière de mesurer ce qui autrement se dérobe sans cesse au regard. Le président, qui nomme aux emplois civils et militaires, doit pouvoir évaluer les ministres qui n'ont pas été élus par le peuple. C'est lui qui les a désignés. Nous, on a dit, on reconnaît en toi celui qui peut mieux diriger le Cameroun, on te met là-bas. Entoure-toi des gens qui peuvent bien travailler. Le président n'a pas présidé un conseil de ministres depuis 6 ans. Ça fait 3 activités que le président n'a pas menées. Constitutionnellement. L'accusation la plus sévère du chroniqueur ne porte pourtant pas sur l'absence physique du chef de l'État, non.
Il porte sur la vacance de ses fonctions les plus constitutionnelles. Armand Okol cite en particulier le Conseil supérieur de la magistrature, dont il rappelle qu'il revient au seul président de convoquer et qui n'avait, au moment de sa sortie, plus siégé depuis des années. En effet, la dernière session plénière du Conseil supérieur de la magistrature remontait effectivement au mois, tenez-vous tranquille, d'août 2020. Ce n'est que le 2 juin 2026 qu'un décret présidentiel a renouvelé les 14 membres titulaires de cette instance, un texte de nomination, non la convocation d'une assise. Entre-temps, plusieurs promotions de magistrats sortis de l'École nationale d'administration et de magistrature sont demeurés, selon l'expression consacrée, au quartier, formés mais jamais intégrés, qualifiés mais privés de fonctions. Armand Okol ne l'invente pas, il le rappelle à un moment où le pays feint de l'avoir oublié. Je vous assure qu'il y a une accumulation des dossiers dans les palais de justice. Aujourd'hui, les audiences sont ouvertes à 7 heures. 7 heures, il y a déjà des audiences. Tout à fait. Certaines s'achèvent à 23 heures, voire plus. 2 heures du matin. 4 heures du matin. 6 promotions de magistrats sont au quartier. Un des travaux du président, c'est de présider le Conseil supérieur de la magistrature. C'est au cours de cette instance qu'on nomme les magistrats, qu'on prend des sanctions pour les magistrats et qu'on évalue le fonctionnement de l'appareil judiciaire. 6 ans qu'il ne l'a pas fait, le président, voilà 2 activités que le président n'a pas menées. Le même constat vaut pour le Conseil des ministres. Cette autre instance que la Constitution place sous la présidence du chef de l'État et que 6 années d'absence de convocation ont été réduites à une fiction administrative. On objectera que le pouvoir au Cameroun a toujours su fonctionner par délégation, par circulaire, par décret signé à distance. Mais une délégation qui dure 6 ans n'est plus une délégation. C'est une abdication déguisée en continuité. France Fanon dans Les Dames de la Terre avertissait déjà les partis devenus les simples chambres d'écho du chef contre ce glissement. Celui d'une formation politique qui cesse d'être un lieu de délibération pour devenir un appareil de légitimité automatique. C'est très exactement ce que décrit le journaliste lorsqu'il évoque les affidés envoyés solliciter à la place du candidat lui-même le suffrage des électeurs. Armand Okol. Le véritable problème de ce pays, c'est le RDPC. Vous vous rendez compte qu'il y a à moins d'1 an, 8 mois, un homme est allé solliciter les suffrages des gens. Oui, d'accord. Il n'était pas lui-même. Il a envoyé ses créatures, ses affidés. Et les affidés allaient dire, s'il vous plaît, plus long. Les affidés allaient dire, il a commencé tel chantier, il a commencé tel autre. Vraiment, donnez-lui encore 7 ans pour qu'il puisse terminer. C'est ce que ces affidés allaient dire. 8 mois après, ces affidés interdisent à ceux vers qui ils sont allés solliciter les suffrages de demander, mais le monsieur pour qui vous êtes venu demander qu'on accorde du temps supplémentaire, il conteste aux gens de demander où est cette personne. Il y a dans cette phrase la description exacte d'un contrat de représentation rompu. On emprunte la voix du peuple pour obtenir un délai. Puis on confisque au peuple le droit de demander des comptes sur l'usage de ce délai. C'est cette confiscation précisément que la réplique de Grégoire Ona est venue quelques jours plus tard exemplifier malgré lui, comparant le président à un salarié de la République jouissant d'un congé annuel pouvant légalement durer, selon son interprétation du Code du travail, jusqu'à 80 jours. Le ministre du Travail a cru clore le débat sur la vacance du pouvoir. Il a au contraire ouvert, en contredisant point pour point le communiqué
de son propre collègue Jacques Famendongo, lequel écartait toute idée de durée maximale. Deux membres du même gouvernement, deux argumentaires inconciliables, une même absence qu'aucun des deux ne parvient à habiller d'une explication tenant debout. Face à cette cacophonie, l'homme des médias, le collaborateur de Cabral Libye, ne demande rien d'extravagant. Il demande qu'on ne mystifie pas le pays. Quand bien même le président serait en congé annuel, en repos et tout ce qui va avec, de vous à moi, vous trouvez décent, vous trouvez poli vis-à-vis du peuple qu'on ne nous le présente même pas en train, je sais pas, de déviser avec un investisseur quelque part. On peut même faire une théâtralisation, une machination pour dire, mais haro, aux conjectures, le président est là. Mais plus vous mystifiez, plus vous amenez les gens à s'interroger sur là où il se trouve. La formule mérite d'être pesée. Elle décrit avec une lucidité presque anthropologique ce que Achille Mbembe appelait la fabrique du simulacre. Cette capacité du pouvoir postcolonial à produire ses propres preuves de vie, ses propres mises en scène de la continuité. Quant à la réalité, elle s'est absentée depuis longtemps. Le Cameroun n'en est pas à sa première expérience de cette nature. En 1997 déjà, Pius Njahwe, fondateur du Messager, avait payé de la prison le seul fait d'avoir apporté des rumeurs sur l'état de santé du même chef d'État. 29 ans plus tard, c'est une autre voix sur un autre plateau qui reprend presque mot pour mot la même question interdite. Où est le président? Mais plus vous mystifiez, plus vous amenez les gens à s'interroger sur là où il se trouve. Il y a dans cette dernière phrase du présentateur du grand oral moins de la colère que de la lassitude, celle d'un homme qui sait que la question qu'il pose n'obtiendra pas de réponse, mais qui la pose quand même. Parce qu'un pays ne peut pas indéfiniment vivre de son propre silence institutionnel. 52 jours, 6 ans de conseils non tenus, 3 promesses non honorées. La somme de ces chiffres ne dessine pas une crise passagère. Elle dessine l'usure lente d'un régime qui a fini par confondre la durée avec la légitimité et le silence avec la stabilité. Ce n'est pas un procès comment au col instruit ce soir-là. C'est un constat amer et documenté, mais que d'autres avant lui, d'Albert Londres arpentant les provinces d'Afrique coloniale jusqu'à Pius Njahwe, emprisonné pour une rumeur, ont été payés chacun à sa manière le prix d'avoir formulé à voix haute. Merci.